Wesh gros, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouvel épisode, nous avons le plaisir de recevoir Edo, 38 Pix, et le plus furieux des Toulousains, j'ai nommé Furz Barbarossa, qui est venu à Lyon retourner la scène du Ninkasi KO, un concert virevoltant organisé par Racine Carré. J'ai eu l'honneur de faire la première partie avec les NM Scratchers, et c'est après cette euphorie scénique dans le feu de l'action que nous sommes partis l'interviewer. Wesh Furax Barbarossa. Wesh. Ça va ou quoi? Et toi? Bien. Bienvenue dans West Bro, hein. Merci. Ce soir t'es à Lyon. Ouais. Tu viens de jouer un concert organisé par les poteaux de Racine Carré. C'était le feu. C'était pas mal, ouais. Fabuleux. Quel est ton ressenti C'était bien, aujourd'hui? c'était bien, on s'est régalé. Ouais. Salle pleine, grosse ambiance. Comme d'habitude, comme tu as pu jouer aussi à la Cigale. Comme d'habitude, non, c'est pas toujours le feu comme ça. Ouais, ouais. Mais ce soir, c'était chaud. C'était merveilleux. Ouais, c'était chaud. C'était merveilleux. Tu sais, autre que faire, j'ai fait ta première partie. C'était le. J'ai grave kiffé aussi. Et on a fait beaucoup la promo. Partout. Et on a été même. Quand Silla, il a joué à Lyon, on a été distribuer des tracks et tout. C'est la première fois. À chaque fois que je distribuais des fly, qu'il y avait autant de gens ravis d'avoir le fly. Un truc de fou. Pour moi, c'est un titre d'une énorme reconnaissance, l'aboutissement de longues années de travail. Ouais, bah écoute, ça fait plaisir. On a un gros public ici à Lyon. Ouais. Je suis dans la race des seigneurs, gros bail, grosse cali, process. Avec Divers, Toxine, Ouais. des poteaux de longue date. La famille, Ouais. Bastard Prod. Ouais. Quelle dimension ils apportent pour toi dans ta carrière musicale? C'est l'équipe, hein. Le faire avec d'autres gens, ce serait pas pareil. Comment vous êtes connus? Voilà. On s'est connus à 20 piges, dans des petits concerts de Toulouse, dans les petits bars. C'est connu comme ça. Les open mic de l'époque? Ouais, tout comme ça, ouais. C'était à l'époque que tu sortais ton premier maxi? C'était un petit peu avant. Un petit peu avant Crash Test? Ouais. Ok. Mais avant de faire du Peura, tu faisais un autre style de musique aussi? Enfin il y a longtemps, quand j'étais plus jeune, je faisais de la batterie, ouais. Je faisais de la batterie dans un T'as groupe, joué sur scène aussi à l'époque? 2-3 concerts. Ça a apporté quand même de l'expérience pour te lancer en Non, Peura? que dalle. Que dalle. Non, ça T'as va. jamais pensé aussi à faire, je sais pas, de la danse, DJ? Non, si, je mixais un peu du rap, Ouais. en teuf. Mais sinon, non, j'ai jamais dansé, moi je suis une brêle. Et ton blaze, tu l'avais déjà trouvé à l'époque? Ouais, je le graffais quand j'étais petit, je le gravais dans les sièges du RER. T'as une longue discographie, franchement, respect. Parce que tout ce que t'as sorti, t'as enchaîné les albums depuis que t'as commencé, t'as jamais lâché prise. T'as un lâche rien, comme tu dis dans les morceaux. C'est un truc de fou, et ça, y a pas beaucoup. T'as traversé les époques. T'as fait des collaborations avec Bastard Prod, entre autres, une Glorious Bastard. Et t'as fait aussi l'album de les manuscrits avec Jeff Lenner. Comment s'est née la collaboration entre vous? Il m'a envoyé un message il y a très longtemps à l'époque pour faire le pré-autocause 2. Ok. C'était un morceau, la suite d'un morceau qu'il avait déjà fait. Non, on s'est rencontrés dans une radio à Toulouse. Ok. Une radio qui paye pas de mine, une petite radio. Il était venu faire une émission et la meuf m'a dit viens, tu veux pas freestyler et tout, il y a Jeff Lenner. Et en sortant de la radio, il m'a dit Barbarousse, faut qu'on s'attrape. Et on a commencé comme ça. Ça a même créé un lien d'amitié. Ouais, après on a fait une Glorious Bastard ensemble. Et après on a décidé de faire un dernier manuscrit. D'ailleurs, une question. Pourquoi avoir appelé Bastard Production? Pourquoi avoir appelé Bastard Production? Ouais. Parce qu'on était une belle bande de bâtards. Tout simplement. Ouais. Et puis on Acharné, faisait des prods. déterminé. Ouais, chaque fois qu'on faisait un truc avec Toxine, on disait putain, c'est une belle prod de bâtard. Donc c'est parti de là. Normal, naturel. Ouais, nature peinture. Ouais, c'est bien ça. T'écris beaucoup. Franchement, t'enchaînes non-stop. Quelles sont tes attentes quand tu sors un album? Ou à quel moment tu décides-tu de sortir un album? À quel moment je décide de sortir un voilà, album? quand tu commences à écrire chez toi dans ton studio, je sais que tu écris beaucoup dans la voiture. Ouais. À quel moment tu te dis, bon, ces morceaux-là, je décide c'est bon, je lance un projet dans quel compte? Mais dès que j'en finis un, j'en commence un autre. Direct. Donc chez moi, il n'y a pas de gâchis. En fait, j'écris pas un morceau et je me dis bon, celui-là il va nulle part, c'est impossible. Dès que je fais un morceau, je sais qu'il va dans l'album qui arrive.
Direct. S'il est pas bon, je le finis pas. Et je l'écris même pas en fait. Ah ouais, c'est clair, ouais. Tu passes à autre chose direct. Non, comme je te dis, j'ai pas de reste moi. J'ai pas un 16 qui traîne moi. C'est-à-dire que je commence un morceau et je vais au bout. Si au bout de 3 phases ça me plaît pas, j'aurai les 3 phrases, je recommence. Ouais, normal. Tu vois, mais je vais au bout du morceau, j'ai pas de reste. Donc quand je commence un titre, je sais que je vais aller au bout et qu'il va aller dans l'album. Ah, tu viens de sortir Caravelle. C'était en juillet. En juillet. 2022. Quand on ouvre, il y a tous les lyrics avec le QR code à l'intérieur. Ouais. Tu as fait la réédition aussi. Ouais. Comment on pourrait expliquer quelle est la symbolique de Caravelle, de cet album? Bah, ça symbolise un peu le voyage. Ouais, carrément. L'album il est axé là-dessus. Donc il fallait trouver, j'avais pas l'appeler camping-car, si tu veux, carrément. l'album. Donc Caravelle, je trouvais que ça avait plus de gueule. Il y a une évolution par rapport à tous les albums. Elle travaille avec Mélissa, ils ont fait des. Toxic aussi, ils ont fait des prods ensemble et tout. Il y a aussi le morceau Impitoyable. Dans quel environnement tu as écrit ce texte qui pour moi qui est très profond, énormément, comme la plupart des textes, mais celui-ci m'a touché particulièrement. L'environnement, c'est-à-dire où je l'ai écrit? Non, comment tu étais à ce moment-là, la situation, parce que c'est très profond, c'est très triste, tu vois, si tu s'exprimes dedans. Comment tu étais à ce moment-là, quoi? Qu'est-ce qui t'a donné l'inspiration? J'étais comme les autres morceaux. Hein. L'inspiration, c'est la prod qui me la donne. On fait une prod et après, j'en sors un thème. Et puis c'est ce thème-là qui est sorti. Tu participes aux prods aussi? Ah, je fais les prods. Ah ouais. J'ai fait cette prod avec Messa. Comment vous travaillez? Vous pécho le sample après Voilà, on travaille ensemble. Moi je fais la rythmique, après il pose la basse, je fais le piano, il fait le truc. C'est comme ça. Ouais, naturellement. Ouais. Une bonne alchimie qui. Ouais, c'est ça, on s'entend bien musicalement. En tout cas, il y a ce morceau Poisson mort. Ouais. Que je kiffe beaucoup avec Scylla. Ouais. Et pour moi, le thème, c'est un peu. On vous oblige à être ce que vous ne voulez pas être. Et comment est venue l'inspiration avec Scylla à ce moment d'écrire ce morceau? Ouais, c'est vieux ça, frérot. Ouais. Ça a presque 10 ans bientôt. Ah ouais, carrément. Bah, c'était en 2000, c'était un era, c'est 2014. Hein. Ouais, c'est ça. Je sais plus comment est venu ce morceau, frérot. Mais en tout cas, le thème, moi, c'est ça, c'est. Ne rentre pas dans la case. Ne rentre pas dans les cases où on veut vous mettre, en fait. Ne rentre pas dans les cases où on veut vous mettre. Et que ce soit pour les garçons ou pour les filles, on a fait. Et c'est ça. Et lui, il a fait. Moi, j'ai fait garçon, fille, et lui, après, il a fait la globalité. La globalité. C'est ce que je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu penses qu'il peut avoir une solution pour réveiller les gens? Ouais, ce monde, ça va être compliqué de le réveiller, frérot. Ouais. S'instruire. Ouais, c'est. Ouais, je sais pas. C'est un peu. C'est utopique de croire que tu vas pouvoir sauver les gens en faisant des morceaux. T'éduqueras pas à la masse avec des morceaux de porc. Enfin, surtout nous, on n'a pas ni l'aura ni le public pour assez vaste pour pouvoir éduquer les gens. Tu sais, à travers les morceaux, en tout cas, ça fait voyager, comme tu dis, Caravelle. Tous tes clips, ils font voyager. Pour moi, il y a un côté intemporel, même spirituel. Ouais, c'est carrément, tu sais, quand on voit les portes du temps. Là. Et comment ils viennent les scénarios? Je co-réalise les clips avec Chill là sur ce projet-là. Ok. Voilà. On écrit en fonction de l'idée qu'on a de base. On développe. Ça va très loin. Ouais, ça fait voyager et tout. Même Crazy Horse dit comment tu descends, le shérif là. Il est là, le shérif. Là. Il est là quand même. C'est lui. En tout cas, voilà, ça profite bien. Tu fais les ateliers d'écriture aussi. J'ai fait là, j'ai plus trop le temps là. Ouais. Et quelle expérience en as-tu tiré de tout ça? Bah moi j'aime bien partager la technique et tout, c'est un truc qui me plaît. Expliquer comment je fais et le transmettre, c'est quelque chose qui me plaît. Ça leur apporte beaucoup. Je sais pas si ça leur apporte beaucoup. C'est pas les enfants, frérot. C'est pas les enfants qui viennent? Non, c'est pas les enfants qui viennent. Tout âge? Ah, atelier d'écriture, ouais, c'est des gens. C'est des jeunes hommes. Ok. Maintenant, on t'a repéré dans le cinéma aussi? Ouais, c'est un gros mot ça. Si, bah si. Parce que c'est comment il dit, croix de bois, croix de fer. Voilà. Tu joues quel rôle dedans?
Je sais pas si je peux trop en parler. Non, on va pas trop parler, on va regarder. Mais comment tu as accepté ce rôle? J'ai rencontré le réalisateur sur un clip pour qui j'avais écrit le scénario avec Chi. Clip de Nino Putana, je crois. Et j'ai rencontré le chef op là-bas qui m'a dit que je collerais bien au personnage du court-métrage qu'il avait écrit. Okay. Et on a collé comme ça et après ça s'est fait naturellement. Ouais. Ça sort quand? Je sais pas, il est au montage là. Ah, il est au montage. Ouais. Ok, c'est pour bientôt alors. Bah ouais, sûrement. Après ça va pas sortir à la télé, frérot. Tu sais, dans une interview j'ai vu, écoute pas trop de peur à français, écoute du cerveau plutôt. Tu as cité Eto, Eto produit par Vidon et tout, qui dit beaucoup. Ouais. Est-ce que à l'avenir il est possible qu'il y ait une collaboration entre vous? Je lui ai demandé. Hein. Je lui ai demandé, il m'a demandé de l'argent. Je lui ai dit, je vois pas les choses de la même manière que toi, frère. Moi, tu kiffes bien le son, moi. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Après, j'écoute plus trop depuis qu'il m'a demandé de l'argent. Mais ça se rapproche bien entre vous, comme ce côté. Bah ouais, ça aurait tué, mais après, je comprends, c'est des businessmen, ils marchent différemment. En tout cas, tu exprimes beaucoup de choses vécues au quotidien dans tes lyrics, qui nous parlent à tous. Beaucoup de durs moments qui sont passés. Je pense que c'est ineffaçable, mais est-ce que l'écriture dans tes lyrics permet de... Je ne veux pas dire effacer, mais on y va ensemble, ça permet de passer à autre chose? Non. Non. Comme je l'ai déjà dit, pour moi, il n'y a aucune thérapie dans l'écriture ni dans la création d'un morceau. Non, ça m'aide en rien. Je suis pas de ceux qui prennent ça comme une thérapie, en fait, l'écriture. C'est mon kiff. Un kiff. De toute façon, tu l'apportes bien sur scène, on a vu toute l'émotion des gens, tous ceux qui suivaient tes bacs et tout, c'était énorme. C'était très chaud ce soir. Super chaud, super chaud. Et puis, quand tu dis tirer l'épée de fer, t'as tiré l'épée de fer. Tirer l'épée de fer? Ouais, t'as tiré. Non, pas les. Putain, je zappe. On la coupera. Ouais. Tirer l'épée de fer? Non, t'as pas tiré l'épée de fer, je suis éclaté. Ah ouais. T'as tiré l'épée du rocher. J'ai dit ça dans quoi, moi? Dans Sovrano. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Putain, faudrait que je le joue celui-là, j'aime bien, j'ai oublié. Mais il est terrible. Ouais, c'est vrai. Bon. Sorti l'épée du rocher, ouais. L'épée du rocher. Façon Excalibur. Qu'est-ce que tu comptes en faire de l'épée maintenant avec? Ouais, couper les têtes, normal. Tout simplement. Highlander, mec. Je m'en doutais. Ben, en tout cas, merci pour cette interview. De rien, avec plaisir. Avec plaisir. Merci. De rien, frère. Ouais, je me suis un peu planté, hein. Ah, tu bégayes, hein? Je bégaye. Je rigole. Je te charrie, frérot. Changement de direction. Nous sommes allés à Villefontaine où a eu lieu la 5e édition du festival Les Roches en Couleur. Un gros événement lié au graffiti organisé par 38 Pix. Un vrai passionné qui a réuni plus de 50 artistes, toutes disciplines confondues, pour fêter à la même occasion les 50 ans du hip-hop. Nico, comment vas-tu? Ça va très bien, Yann Bras. Bienvenue dans Wesh Gros. Hein. Merci. On te connaît aussi sous le blaze de 38 Pix. C'est ça. Et tu es l'organisateur du festival Les Roches en Couleur. Exactement. Et on est là en live in direct aujourd'hui. C'est la 5e édition. C'est la 5e édition. Et c'est l'édition où on a généré le plus d'artistes cette année. Voilà, on avait commencé il y a quelques années à 4 graffeurs. Et aujourd'hui, il y a plus d'une 50aine de graffeurs sur cette édition. Ils ont envahi le quartier. Tu auras sûrement l'occasion de faire quelques images tout à l'heure. Mais voilà, du coup... On est en direct de Villefontaine, déjà à préciser. Ouais, on est sur Villefontaine, dans le Nord-Isère. Voilà. Ça a commencé en 2016 la première. On a commencé en 2016 parce que du coup j'ai grandi moi dans ce quartier. Okay. Je suis arrivé à Villefontaine à l'âge de 8 ans, après le divorce de mes parents. Et du coup toute cette zone où on est aujourd'hui était ultra vivante. Il y avait des commerces de partout. C'était historiquement le premier quartier de Villefontaine, celui qui a été créé à la fin des années 70, début 80. C'était rempli de commerce et de vie. Et puis quand les commerces ont commencé à partir en contrebas de la ville, qu'ils ont commencé à créer le centre-ville et tout ça,
tout a été déserté et malheureusement ils n'ont pas eu forcément une idée pour donner un second souffle à cette vie. D'ailleurs, comment ça s'est enclenché l'envie de créer le festival? Eh ben, avec une nostalgie justement de voir un endroit mourir petit à petit pendant plus d'une quinzaine d'années et puis voilà, une nostalgie de se dire que c'est sa ville, qu'on la laisse petit à petit mourir. J'ai fait aussi un petit voyage au Congo après le décès de mon père qui a été assez initiatique. Voilà. Et quand je suis revenu, je me suis dit finalement qu'on avait beaucoup plus de moyens humains et financiers et qu'on ne faisait pas grand chose. Donc ça a été l'occasion de lancer tout ce bazar. Ouais. Tu es un gros passionné déjà, on peut dire. Je suis un gros passionné d'art à la base, même plus précisément d'image. J'ai une formation à la base de photo et de vidéo, donc plutôt réalisateur et plutôt photographe. Et puis petit à petit, en fait, j'ai toujours aimé les arts plastiques. Et petit à petit, bah voilà, mon image, je l'ai transformée en pixel. Le pixel est devenu une peinture et puis bah, l'image est devenue une peinture. Donc voilà, maintenant je contrebalance un peu entre ma passion de l'image et ma passion des arts plastiques. Tu travailles avec Aspure aussi, c'est un collectif? Alors je suis le fondateur d'Aspure. D'être le fondateur des Roches en couleur plus Aspure, en fait tu as plusieurs fonctions. C'est ça, en fait j'ai commencé surtout à fonder le collectif Aspure parce que l'idée c'était qu'en fait on était plusieurs artistes amis depuis longtemps. Et du coup, en fait, on se rendait compte qu'ici, dans le Nord-Isère, on est un peu coincé entre Lyon et Grenoble. Donc, on n'est ni vraiment isérois, ni vraiment lyonnais. On est vraiment bloqué. Et du coup, on se rendait compte qu'en fait, on était beaucoup d'amis. On n'avait pas forcément une image des artistes du Nord-Isère. Donc la première envie, ça a été de créer un collectif d'artistes qui représente justement les forces vives du Nord-Isère, de Lyon et le petit cercle d'amis qu'on était. Donc on a créé d'abord le collectif et c'est ensuite, quand on a créé le collectif, qu'on a commencé à se dire qu'il fallait créer un événement autour de notre savoir-faire. Et on a lancé les Roches en couleur, qui était avant tout un appel d'offres du ministère de la Culture à l'époque. Donc on avait répondu à un appel d'offres. On l'avait eu et donc on a monté cet événement avec une enveloppe du ministère et nos propres deniers, on va dire. Voilà. En tout cas, bravo parce que ça prend l'ampleur au fil des années. Tout à fait. Surtout, on voit toute la panel d'artistes qu'il y a, photographeurs. Aujourd'hui, il y a Duke, par exemple, Zeda, il y a Hoche, pour ne citer que, Why Not, beaucoup de monde. Il y a aussi Saveur Graphique. Il y a Saveur Graphique, Antoine qui est juste derrière. Là, ouais. Non, je suis très heureux, moi, très honnêtement, de les recevoir tous. Ce qui est génial en fait ici, moi je suis le premier surpris en fait de l'émulsion qu'il y a eu autour de ce projet qu'on a initié en 2016. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait on travaille qu'avec des gens qui ont une forme d'authenticité. Nous c'est un peu ce qu'on recherche aussi ici, c'est le côté authentique. On veut pas trop, on veut pas trop en faire. On veut que ça reste brut, ça reste authentique. Voilà. Le graffiti, c'est une des disciplines du hip-hop les plus authentiques. On connaît les risques qu'il y a derrière, et puis toute la passion, tout l'amour qui est porté dedans, toute l'énergie. Mais comment tu fais le choix des artistes chaque année? Humainement. C'est des rencontres pendant l'année, c'est des connaissances, c'est des connaissances de connaissances. Quand on matche bien, moi j'ai beaucoup d'amis là parmi les artistes. Quand un de mes amis du coup me dit je verrais bien tel ou tel, voilà, on appelle, on propose, on nous dit oui, non. Mais voilà, ceux qui nous disent oui la plupart du temps connaissent ce côté un peu authentique. Ce côté où justement les gens viennent pour s'amuser parce qu'on n'impose aucune thématique, on ne demande pas de maquette. L'idée c'est vraiment que l'artiste se fasse plaisir et sorte un peu de ce qu'on lui demande toute l'année, c'est-à-dire de la commande et des choses comme ça. Il y a un très bon contact avec les habitants du quartier aussi. Aussi, donc on essaye de les faire participer. Cette année, là par exemple, on a fait participer beaucoup d'habitants. La Croix-Rouge, les Restos du Cœur qui sont juste à côté. On a fait venir Seigno et le groupe du Sage, c'est un public handicapé. Donc ils ont fait une fresque aussi à plusieurs mains dans la fresque. Voilà. Pour nous, il n'y a pas de limite. C'est familial. C'est familial, c'est amical, voilà, le tout, il faut que ce soit humain. Il faut vraiment qu'on sente humain. Tu partages, c'est vraiment ce qui est hip-hop, quoi. C'est ça.
Enfin, on essaye, du moins. Ouais, c'est très bien. Il y a aussi Quality Street qui bossait avec vous cette année. C'est ça. On a fait appel à Francky cette année. Ouais. Donc pareil, lui devait monter son festival. Il venait de monter aussi son asso, donc Quality Street. Il m'avait fait des impacts, hein, Francky. Et du coup, voilà, il m'avait demandé, moi, de participer, de faire une œuvre sur son festival, donc juste avant les rushs en couleur. Et au final, ben, son festival a un peu capoté. On lui a mis beaucoup plus de bâtons dans les roues que finalement une ouverture pour faire quelque chose de chouette. Et voilà, il n'était pas top. Et c'était une évidence pour moi de lui proposer, surtout que c'est le tonton. Nous, on l'a vu peindre quand on était plus jeune. Et du coup, voilà, on lui a dit, avec l'équipe, on lui a dit, ça serait peut-être sympa de ne pas complètement abandonner ce que tu as entrepris avec ton festival et peut-être de transvaser sur le Festival des Roches pour qu'on puisse mettre en avant les 50 ans du hip-hop qui, pour moi, était ultra important avec Ghoston, du coup, et Dwix qui s'est mis aussi dans la boucle pour la programmation du line-up. Un gros big up à lui aussi qui m'a invité à jouer tout à l'heure. Donc ça fait un gros événement qui a commencé depuis lundi. C'est ça, ça a commencé depuis lundi, tranquillement, donc on fait quelques expos dans les médiathèques. On a fait, les gens pouvaient découvrir le procédé de réalisation des fresques aussi. Donc il y avait certains artistes qui étaient là toute la semaine. Voilà, on a l'exposition au bloc parce qu'on a aussi créé la salle d'exposition, le bloc 155, qui est aussi sur la place Mandela. Là, on expose Slip actuellement, qui est une expo entre un amoureux du basket et en même temps qui transpose ça vers des figures bibliques. Voilà, donc je te laisserai découvrir l'expo tout à l'heure. Et donc on reste quand même dans le hip-hop et l'univers du basket, la NBA, le hip-hop, le graphe, il manque la danse et puis voilà, je pense qu'on a à peu près tout. Tu as fait aussi des vernissages auparavant? On fait les vernissages, nous on est ouvert avec le bloc toute l'année, on programme plusieurs personnes, on a programmé Impact, on a programmé Magic Caps, MAXP, Adventis, enfin voilà, et il y en a encore plein d'autres qui arrivent. Le prochain ce sera Ponce dans un mois. Ok. Voilà, et là actuellement Slip jusqu'au 14 octobre. Tu es artiste aussi? Et oui, je suis artiste aussi. Et puis combien de temps? Eh bien, déjà, tout ce que tu fais, il faut nous expliquer parce qu'on découvre plein de choses avec toi. C'est ça. Donc, j'ai fait un peu l'amorce tout à l'heure. Donc, ce que je te disais, j'ai commencé par la photo. Okay. Et en fait, moi, je suis un gamin des années 80. J'ai connu les télévisions à tube cathodique où quand on s'approchait de la télévision, on voyait plein de pixels. Il y avait 3 chaînes. Voilà, il y avait les 3 chaînes. Et puis après, il y a eu Canal Plus crypté, la 5. Oui, et puis la naissance de M6. Voilà. Bon. Donc, mais voilà, on avait vraiment ces écrans où ça scintillait et ça a beaucoup marqué mon enfance. Ça t'a inspiré? Et ça m'a inspiré, c'est-à-dire que quand j'ai voulu passer un peu de l'image animée, voire de l'image fixe comme la photographie à une peinture, à de l'illustration, à de l'art plastique, et je me suis rappelé un peu de ces sensations enfant, les yeux collés sur l'écran devant mes dessins animés. Et voilà, je suis venu redéconstruire mon image, créer ça en pixels. Et là, notamment pour les Roches en couleur 5, c'est ma première fresque murale en pixels qui n'est pas visible sur le site, mais qui est visible en dehors de la ville, dans le centre-ville, du côté de la médiathèque de Villefontaine, où on pose une exposition avec Aspure aussi en ce moment. Tu as fait des cadres aussi, j'ai vu. J'ai fait des créations sous cadre que j'ai exposées à Peinture Fraîche. Ouais. J'avais fait aussi un autoportreuil il y a quelques années. C'est avec des sprays que tu les as Avec des sprays, j'avais récupéré tous les sprays des graffeurs. Okay. Il y avait une espèce de démarche écologique de réutiliser de la matière perdue. Et du coup, voilà, j'avais peint tous les culs de bombe pour recréer un pixel et c'était un œil géant, c'était mon œil, un autoportrait. C'est quoi les portraits qui t'inspirent? Des super-héros Un peu tout, je suis vraiment pop culture. Ouais, ouais. Donc ça va de Rambo jusqu'à Bob l'éponge, jusqu'à des jeux vidéo, les Street Fighter, Non, j'ai vraiment baigné. C'est vraiment un kiff quoi. C'est ça. C'est vraiment un kiff. Est-ce que tu as eu des influences d'artistes particuliers autres que les 3 chaînes de la télé de l'époque? Alors oui, il y a plein d'artistes moi que j'adore, hein, mais pour le coup dont je ne suis pas du tout inspiré. Ouais. C'est bizarre, hein, mais ça fait vraiment des grands écarts. J'aime beaucoup Dali, voilà.
Voilà, ce gamin, je me suis vraiment nourri de Salvador Dali, de peinture de Salvador Dali. C'était assez fou, alors que je ne sais pas du tout faire de réalisme ou quoi que ce soit, du moins en peinture. Voilà, et puis après, plus dans la scène actuelle, même si je trouve que la technique est pas compliquée, le côté engagé en tout cas de Banksy, même s'il est devenu ce qu'il est devenu, parce que maintenant c'est plus presque du commercial que du politiquement incorrect. J'aimais beaucoup ces engagements, ces messages qui étaient très simples mais qui parlaient à tout le monde. Voilà, après j'en ai plein aussi d'autres en local. Dont j'adore le boulot. Notre ami qui est juste derrière, caché, voilà, c'est un très bon copain et je sais qu'on fera peut-être un truc ensemble. C'est des bons rapports qu'il y a avec les artistes ici, en fait. C'est une amitié. C'est important, c'est important, c'est important. Pour certains, on n'en est pas jusqu'à l'ami parce qu'on ne se connaît pas forcément plus que ça. Mais en tout cas, on se respecte, je pense, suffisamment les uns et les autres pour passer des bons moments, partager et puis surtout se faire plaisir. Tu as exposé à Peinture Fraîche en 2021. Oui, j'étais à Peinture Fraîche en 2021 et j'étais dans le shop et l'expo l'année dernière. J'avais fait un cadre avec une pochette du Clash de NTM. Ouais. Leur dernier album qu'ils avaient fait ensemble. C'est ça, il y avait aussi des remixes, des choses comme ça. Ouais, et puis là, on peut la voir dans la médiathèque de Villefontaine actuellement, elle est exposée là-bas. Qu'est-ce que ça t'a apporté le fait de participer à Peinture Fraîche? Parce que c'est quand même un gros festival sur Lyon et qui fait venir des graffeurs du monde entier, quoi, des artistes du monde entier. Bah, écoute, qu'est-ce que ça m'a fait? Pas grand-chose, parce que, bon, voilà, Pierrick, c'était... Je vois Francky qui se fait de ma gueule là-bas. Non, bah Pierrick, écoute... dans la place. était un bon copain, donc j'étais arrivé à pas me mettre trop de pression, en tout cas pour on va dire la grandeur du festival, parce que j'avais déjà la pression moi de ma production qui était vraiment un test. J'aime bien expérimenter à chaque fois, ne pas faire les choses que je maîtrise trop facilement. T'es exigeant, t'es modeste en même temps et en même temps exigeant. Je suis très exigeant avec moi-même, beaucoup moins avec les autres, mais je le suis très avec moi-même. Je suis jamais vraiment très satisfait. Donc voilà, j'essaie toujours d'essayer de mettre la barre un peu plus haute pour même moi me surprendre. À l'image du festival Stanley, par exemple. À l'image du festival, mais je pense que monsieur y est pour beaucoup. Parce que moi j'avais limité un nombre d'artistes, mais il m'a rajouté aussi encore une famille derrière. Donc c'est bien, c'est génial. Et tout ça pour dire que en fait, la pression, elle n'était pas vraiment sur la grandeur du festival, mais plutôt sur la production. Et vraiment, je voulais pas que le public me dise que je m'étais foutu de sa gueule. Voilà, je voulais vraiment leur donner, mériter ma place, en tout cas dans le line-up. Et voilà. Et donc j'étais plus une pression sur la création, sur comment elle allait être perçue, que réellement à me dire putain, je suis à Peinture Fraîche, waouh, c'est bon, j'ai réussi. Non, je pense qu'en fait on réussit jamais vraiment. On réussit quand on veut se donner les moyens de réussir, je pense. Il n'y a pas de limite, de toute manière ça ne s'arrête jamais. Et en tout cas, pour dire, tu ne fous pas de la gueule du monde, parce que vu l'accueil et vu tous les artistes que tu emmènes aujourd'hui, et l'état d'esprit, il n'y a pas de foutage de gueule. C'est pour nous, qui est vraiment hip-hop à 100%. D'ailleurs, en plus, c'est l'occasion de fêter les 50 ans du hip-hop. Ouais. Comment vois-tu l'évolution du hip-hop depuis tant d'années, à travers toutes les disciplines et toute l'énergie qu'il a pu nous apporter? Alors nous, on en parlait l'autre jour avec Francky, c'est rigolo, mais nous, en fait, je sais pas toi, Yann, mais moi, par exemple, ma génération, on est vraiment arrivé entre l'hip-hop inspiré américain et puis les premiers faux hip-hop, on va dire, d'inspiration commerciale comme Benebi. Donc on était vraiment entre du coup Assassin d'un côté et Benebi de l'autre, tu vois. Et heureusement, il y a eu des gens quand même, MC Solar, moi, qui, même s'il n'était pas très bien vu à l'époque parce que c'était vraiment plus le poète que le rappeur, et puis finalement il a pris ses lettres de noblesse bien après. Les Assassins, les NTM, moi ils ont bercé, le Mr Hammer, le Secteur A, IAM, enfin voilà, on a baigné là-dedans et en même temps j'ai baigné dans cette culture NBA. Moi on voyait les premiers Jordan, Rodman, Pippen, les Bulls, enfin c'était tous des stars, des dieux, comme tu pourras le voir dans l'expo de Slip. On avait à côté de ça le rap qui arrivait, on avait à côté de ça la danse, et puis à côté de ça on avait le graphe
style même. Moi, je dessinais un peu, je me suis jamais trop poussé là-dedans. Tout ce que j'avais fait, c'était assez merdique. Donc très rapidement, j'ai dit, bon, bah moi, c'est plutôt la caméra, l'image que le graphe. Mais voilà, c'était un package. C'était un package. Si t'aimais le basket, t'aimais le rap. Si t'aimais le rap, finalement, t'aimais le graphe. T'aimais le graphe, t'aimais autre chose. C'était lié, quoi. Voilà, donc je suis passé par tout ça. J'ai eu mon maillot des Bulls, j'ai écouté du rap et j'en écoute encore, même si je trouve qu'il a Qu'est-ce qui tourne bien en tes évolué oreilles en ce moment? Qu'est-ce qui tourne bien en ce moment? Bah écoute, j'aime bien découvrir moi des nouveaux talents et puis j'aime bien écouter aussi du très vieux son old school. Donc en ce moment, tu vois, j'écoute le nouvel album des Phrasis, qui est aussi un local, c'est un Villard à la base, qui maintenant fait du Peura sur Grenoble. Qu'est-ce que j'écoute aussi? Bah écoute, je tourne en boucle avec mes CD d'NTM. Enfin, maintenant c'est mes clés USB, mais Classique. voilà. J'ai toujours adoré NTM. Voilà, j'ai toujours adoré et les personnages et surtout les textes d'NTM. On sentait une vraie souffrance, on sentait tout ça et j'ai toujours, même ici, transposé la souffrance de certaines personnes dans les textes d'NTM. Authentique. Voilà, et j'ai notre ami qui m'avait fait connaître Barbarossa, c'est ça? Furax. Barbarossa, ouais. Voilà, donc C'est pareil. les poteaux de Racine Carré qui l'ont fait venir et j'ai eu l'honneur de faire la première partie. Ah, Un petit coup de pub quand même. eh ben non, sacré chanceux parce que non, Avec pareil. les Scratchers qui était avec nous sur scène. Voilà, bah, l'autre jour pareil, on était en radio avec Moussa, bah, pareil j'ai écouté un peu aussi ce qu'il faisait. Parce que, voilà, en fait je suis curieux un peu de tout, je suis vraiment curieux de tout, j'ai pas vraiment un style, voilà, j'aime découvrir les choses, j'aime ne pas me figer à ce que je connaissais et ce que je ne connaissais pas. Tout à l'heure, Voilà. tu me parlais de quand vous avez commencé la première édition des Roches en couleur, vous avez inauguré la place Mandela. Ouais. Et c'est le môme qui avait fait la fresque. Alors on l'avait fait à quatre mains, surtout le môme, Ouais. mais en fait on m'avait, pareil, le collectif Aspure venait de se créer et on m'avait demandé une première fresque pour cette place-là. Ouais. Ils ne savaient pas trop quoi faire. Bon, on n'a pas inventé l'eau chaude, hein. La place s'appelait Mandela, il venait de décéder un an avant. Et du coup, on s'est dit on va faire un Mandela. Donc on a posé un Mandela avec des flops, avec des gamins, tout ça, sur cette place-là, sur cet amphi. Et du coup, on a eu la folie, c'est qu'en fait elle a été tout de suite reconnue et bien. Enfin, on en a entendu beaucoup parler parce que le petit-fils Mandela qui était de passage à Grenoble a entendu parler de la fresque, a fait une bifure qui est venue l'inaugurer quasi en direct ici. Donc on a une photo du petit-fils Mandela, le poing levé devant la fresque. Donc voilà, c'est vrai que quand ça commence comme ça, on se dit je pense qu'il faut qu'on y aille, quoi. Voilà. Donc on s'est donné une énergie pour aller encore plus loin, plus fort et puis voilà. Aujourd'hui on s'éclate, il y a le soleil, c'est bien. Les habitants du quartier sont reconnaissants. Les gens du quartier surtout sont heureux de voir de la couleur. Ouais, voilà. Je pense qu'on a trop l'habitude de s'habituer au gris, à tout ça. Puis finalement, cette semaine, on met quelques coups de blanc sur les murs et finalement, on a l'impression qu'on vient de colorer la ville. Donc c'est des choses que même la municipalité, collectivité, plein de choses peuvent faire au quotidien. C'est des petits gestes, mais voilà, malheureusement, des fois, ils ne sont pas toujours faits. Donc nous, on a pris l'initiative en tout cas de le faire pour rafraîchir. Et quels sont les prochains projets? Écoute, essayer de passer un peu plus de temps. Oula oui. Et non, les prochains projets, je pense que ça va être pour 2024, parce que là, je pense que 2023, on est un peu mort, mais 2024, ça va être de m'occuper un peu de mes enfants, m'occuper un peu de moi aussi, voilà, artistiquement. Voilà. Et puis continuer à préparer d'autres choses pour la suite, avec Francky et puis en solo. Le mot de la fin, une petite dédicace, un petit message à passer? Une petite dédicace à la com, à ma femme, à mes enfants, et puis à toute l'équipe d'Aspure et tous ceux qui sont présents ici, voilà, parce que c'est une énergie folle et ils m'ont rendu un très très grand service pendant toute cette semaine. Eh ben, merci en tout cas. Merci Alma. De beaux
guidant à Brownsville, direction l'outre-Atlantique, dans la grosse pomme, avec comme guide Edo de Bodavision, un vrai passionné qui a plus d'une corde à son arc. Il est l'auteur d'un superbe livre retraçant tous ses voyages dans les profondeurs de New York, la ville qui ne dort jamais. Let's go. Wesh Edo, tu vas bien? Yamba, ça va? Tranquille. Bien, tranquille. Bienvenue dans Wesh Gros. Hein. Bah, merci à toi et puis toute ton équipe de m'accueillir gracieusement. Bah, c'est normal, on a le plaisir d'interviewer parce que tu viens de sortir un ouvrage, un bel ouvrage, un livre sur New York qui s'appelle Vision, excursion d'un œil averti. C'est ça. Qui s'est passé lors de plusieurs voyages dans la grosse pomme. C'est ça, exactement, oui. C'est ça, c'est ce livre, c'est l'histoire, ça commence pas par un book, hein. Moi je suis parti à New York la première fois il y a 8 années de ça. Et quand je suis parti, c'était vraiment découverte. Je voulais aller à New York, c'était quelque chose c'était en moi, il fallait que j'aille à New York depuis très longtemps, je voulais y aller. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Par rapport au hip-hop? Oui, beaucoup par rapport au hip-hop parce que forcément, moi je baigne dedans depuis l'âge de 13 ans. Ouais. J'ai découvert le rap et aujourd'hui c'est un élément de ma vie, quoi. C'est mon oxygène, je vis avec. Donc j'ai une attache profonde pour cette ville, ne serait-ce déjà que pour le hip-hop. C'est là que tout est né, tout est créé au niveau hip-hop, c'est à New York, c'est le berceau du hip-hop. Pour certains, on pourrait dire même la Mecque du hip-hop. Obligé, quand on a un gros passionné, d'aller faire un pèlerinage là-bas. Donc ça explique pourquoi tu étais motivé d'aller à New York, quoi, surtout. Par rapport à tes influences musicales aussi. Oui, c'est surtout ça, c'est les influences musicales. Après, il y a d'autres choses, mais en priorité, c'est vraiment aller à New York et découvrir cette ville. Et j'ai eu l'occasion donc d'y aller il y a 8 ans, au mois de mai. Et à ma grande surprise, j'ai un frère qui habite à New York. Et donc, au moment où je lui ai dit que je voulais partir, donc il m'a dit viens. En fait, il résidait donc dans le Bronx. Donc je me suis retrouvé à partir tout seul la première fois. Et je me suis retrouvé tout de suite propulsé dans le Bronx. Donc pour moi, c'était inimaginable. Aller aux États-Unis et me retrouver pour la première fois dans le Bronx, c'était bombe atomique. Une énorme sensation, quoi. Ah bah, bombe atomique. Le premier jour, je suis arrivé, on a fait le tour avec mon frère, il m'a fait visiter le Bronx en voiture. Alors là, claque totale. Et c'est au bout de plusieurs voyages que s'est soldé le livre? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti une première fois. Et je suis reparti une deuxième fois l'année d'après. Et là, forcément, j'avais pris beaucoup de clichés à New York. J'avais pris énormément de clichés. Et je ne sais pas comment est venue l'idée, c'est en observant, réfléchissant en fait, qui est venue l'idée de faire une exposition photo. Donc en juin 2017, j'ai fait ma première exposition photo qui a, à ma grande surprise, très bien marché. Ça m'a amené sur une deuxième expo photo qui a énormément bien marché. Aussi, tout ça sous le thème de New York, donc avec les clichés que j'avais ramenés de là-bas. Et forcément, j'étais un peu frustré parce que une expo, t'exposes 40, 50 œuvres. Et mais j'en avais plein d'autres. Comme j'avais pas de plan pour faire d'autres expos dans d'autres endroits. Est venue l'idée de rassembler tout ça en un seul bloc, donc est venue l'idée du livre. Bah bravo, parce que c'est un très bon livre et moi ça m'a parlé direct, comme j'ai été plusieurs fois à New York et puis ça me replonge dedans. Déjà le titre et la couverture parlent d'eux-mêmes. Moi ça me donne la sensation, à défaut de me tromper, que là tu as exposé des photos d'un paysage de New York qui n'est pas mis en avant médiatiquement, peut-être dans les clips, tout ça, et c'est ça que tu as voulu exposer. Alors, c'était pas...
faire le livre, c'était déjà, je trouvais ça un peu prétentieux. Et en plus, enfin, tu sais que, enfin, des livres sur New York, des tableaux sur New York, enfin, il y en a des milliers. Ouais, justement, tu prends une position à ce niveau-là aussi. C'est pour ça que il s'appelle Vision Excursion d'un œil averti, parce que c'est mon angle de vue, c'est ce qui attire mes émotions, c'est ce qui m'interpelle. C'est mes émotions personnelles en fait que tu peux ressentir dans le livre en fait. Sur le coup, comme un moment tu précises dans le livre, dans un paragraphe, tu dis c'est comme du déjà vu. Oui, je dis que c'est comme du déjà vu, c'est parce que en fait j'ai eu une double vision parce que c'est vrai qu'en France on est né, moi je suis des années 70, donc j'ai vécu avec toutes ces séries américaines. Le rap m'a mis un peu dans cette culture américaine et donc forcément quand tu arrives là-bas, t'as plein de flashs. C'est à préciser aussi que tu n'as pas fait tous les 5 boroughs, tu as fait le Bronx. Ah oui, ouais. Alors Brooklyn. J'ai été dans beaucoup d'endroits, mais le livre tourne surtout voilà, c'est ça que je voulais dire. Autour du Bronx. Il tourne autour de Brooklyn et Bronxville, qui est une grande ville de New York, et de Yonkers, un quartier nord de New York. Voilà. Après, Yonkers, il y avait des mix qui étaient nés, je crois. C'est ça. Même mon mari Giblet, j'ai habité par la suite quand elle habitait au Bronx, je crois. Je crois qu'il y a... Et puis Bronxville, on peut citer Imopi ou Bootcamp Click. Alors, Bronxville, c'est marrant que tu parles de Bronxville parce que quand j'ai été, donc c'était la deuxième fois, oui, je savais que j'allais dormir à New York une fois de plus chez mon frère parce qu'entre temps il avait déménagé, il était parti du Bronx et il me dit j'habite à Brooklyn. Donc moi je dis super, deuxième voyage, je vais me retrouver à Brooklyn. Mais ce que je savais pas, c'est que j'allais me retrouver à Bronxville. Donc quand il est venu me chercher à l'aéroport, à JFK, on est parti et une fois arrivé dans Brooklyn, je commence à voir des panneaux, Bronxville, Imopi, Bootcamp Click, en fait, j'étais en plein milieu de Bronxville, donc ça a été un kiff total. J'ai sillonné J'avais pas d'itinéraire où moi je sortais, ce qui m'intéressait c'est de découvrir, j'allais d'une rue à une autre. Ouais, tu te laissais guider en quelque sorte. Donc Bronxville, quartier de Mike Tyson, tu vois des graphes, des trucs, machin, et plein de... Et moi ça me parle beaucoup, c'est beaucoup d'émotions. Ouais, justement, tu as rencontré un graffeur là-bas à qui tu as pu échanger, qui t'a fait une toile, je crois. Spin 187 que j'ai rencontré à Manhattan, parce que des fois, je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais en tous les cas quand j'y étais, à Manhattan, à Times Square, tout ça, tu as des mecs qui te vendent, ils te font ton portrait, ou ils te vendent des cartes postales, des choses comme ça. En photo, il faut plein Et un jour, je marche dans Manhattan, et je vois un stand, je vois un gars qui balèze comme ça, un latinos, et je vois plein de Posca, avec des trucs, donc avec des casquettes, des t-shirts, donc forcément ça attire mon attention, je m'arrête, je commence à parler avec lui. Donc je lui dis que je viens de France, machin, truc, il m'explique un historique qu'il a vécu en France, qui était venu dans les années 84, 85 en France. Qu'ils avaient graffé dans la capitale, qu'ils avaient fait de la prison et qu'ils avaient fait plein d'autres pays d'Europe et que c'était le seul pays où ils s'étaient fait attraper, la France. Donc on avait rigolé de ça. Et donc au final, je regarde ce qu'il fait. Donc moi, psycho, donc je vois ses œuvres, je dis moi, fais-moi une cape. Ah ouais. Donc il me dit choisis tes couleurs, choisis les couleurs. Machin, et puis il prend du recul, il me regarde, il regarde comment je suis sapé. Il me dit non, machin. Il prend d'autres marqueurs et en fait, il m'a fait une cape, c'est d'eau que je devais t'amener, que j'ai oublié. Mais voilà, quoi, c'était trippant de rencontrer quelqu'un comme ça. Il y a certains endroits qui t'ont marqué plus que les autres? En fait, Manhattan, j'ai pas résidé à Manhattan, mais Manhattan, j'ai été surpris par le nombre de sans-abri, de gens démunis. Donc ça, oui, ça m'a marqué, dans plein New York, comme ça, oui, ça m'a marqué. Et puis, il y a tout ce côté, dans le Bronx, Brooklyn, il y a tout ce côté culturel, de brassage, de gens en mélange. Moi, j'aime ça. D'ailleurs, dans l'ordre
Toute l'exposition de photos qu'il y a dans ton livre, il y a une trame particulière. Comment choisis-tu l'ordre des photos? L'ordre des photos? Est-ce qu'il y a une trame définie, particulière, tu vois? Non, il n'y a pas de trame définie. Par contre, je suis assez minutieux sur le choix des clichés que je prends. J'essaie de prendre des choses qui me touchent moi. Et puis, des choses un peu étranges. Je ne sais pas si tu as tout saisi dans le… C'est pas mal. Justement, il y a 2 photos là que je voudrais te montrer. On peut se permettre maintenant. En fait, il y en a plusieurs. Mais j'en ai choisi 2 pour l'interview. Déjà, en fait, il faut que je remonte le bouquin. Hein, voilà. Il y a celle-ci qui m'a mis en avant, qui m'a marqué. C'est celle avec une affiche pour une vente d'armes. Pour des ventes d'armes, quoi. C'est une photo que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? C'est le jour où je l'ai prise, en fait, j'étais avec un de mes fils. On allait dans une épicerie acheter, pour le petit déjeuner. Et on marchait donc sur le trottoir, donc c'est Warburton Avenue, à Yonkers. Donc c'est une grosse artère comme ça et t'as plein de maisons. J'en ai pas mis dans le livre parce que je me suis dit que ça devait être déjà dans plein d'autres villes de New York. Mais t'as plein de maisons, mais c'est au niveau de l'architecture. T'as des maisons roses avec du bois, des trucs, machin, trucs. C'est tellement psycho dans les jardins. T'as des… par exemple, ça devait être des élections quand j'étais. Et ils plantent dans le jardin le panneau du mec, truc, voter. C'est des psychos, t'as le drapeau américain. Ouais, vraiment patriote. Voilà. Et donc, pour revenir à ce cliché-là, parce que pour moi, il était parlant. Enfin, déjà, quand je l'ai vu, bien sûr. Pour 500 balles, tu peux avoir ton gun. Je suis très attaché à l'histoire des Noirs aux États-Unis, enfin des Noirs en général et forcément aux États-Unis parce que… Et donc ça m'a remonté sur plein de choses, Il y a du réalité quotidienne. Voilà, donc moi j'essaie de m'informer à mon niveau, savoir ce qui se passe, donc je bouquine. En ce moment, je suis beaucoup dans le concept des Black Panthers. Je suis en train d'éplucher les livres des protagonistes Et en fait, eux, ils voulaient s'armer pour se défendre. Et aujourd'hui, tu vois des trucs comme ça, voilà. Ça m'a touché, voilà. Ouais, surtout les conséquences qu'il y a derrière, et on sait qui ça touche et qui… On va pas refaire l'actualité. Il y a une autre photo que j'ai beaucoup… il y a celle-ci aussi. Ça me fait beaucoup penser au peu Clicquarie, Pete Rock, tu vois, les délires comme ça. Je kiffe vraiment l'univers de voyage sur les ponts, des métros et tout. Mais surtout… C'est juste pour la petite histoire, celle-ci, t'as un sacré œil, hein, parce que celle-ci… je l'ai mise parce que c'est à Brownsville et c'est la station que je prenais tous les jours pour partir quelque part dans New York. Donc voilà. Bien. Et il y a celle-ci que j'ai énormément kiffé. Et celle-ci, elle représente beaucoup de choses pour moi. Mais je voudrais savoir ta vision là-dessus. Celle-ci, parce qu'avec ce qui est écrit sur le mur, et la maman et son fils ou sa sœur, je sais pas. C'est une maman avec ses deux enfants. Avec ses 2 enfants, voilà. Tu sais que en fait, pour moi, cette photo que tu viens de me présenter, c'est le cliché le plus fort du bouquin. À mon sens. Hein. Et je me rappelle très bien le jour où je l'ai prise. C'est parce qu'en fait, je marchais, donc c'est dans le Bronx, ça, oui. Je marchais, je naviguais. Et à un moment donné, j'arrive dans une rue et je vois un graphe énorme. Il était tellement énorme, en fait, que je ne pouvais pas le prendre en photo. Il fallait que je traverse pour le prendre. Et même en traversant, je ne l'avais pas en entier.
Bon, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre ce que je peux au maximum. Et donc, c'est la photo qu'il y a derrière, quoi, ce Jésus qui sort de... Ah ouais. Et en fait, donc je me place et je la prends. Et cette dame passe, mais si tu veux, moi, j'ai pas percuté, en fait. C'est quand je suis rentré chez moi, en France, que j'ai regardé les clichés. Et quand je suis tombé là-dessus, bah, je me suis dit que la photo était ouf. Surtout que... elle a beaucoup de sens. C'est fait. Il n'y a pas de hasard, comme moi je dis dans la vie. Non, elle est vraiment. Elle représente un peu en quelque sorte New York parce que c'est très cosmopolite, mais l'ensemble du monde et deux religions différentes qui sont limite côte à côte. Parce que ça m'a fait penser à quand j'avais été une fois à New York, en plein Brooklyn, je me suis paumé. Il y avait une super belle mosquée verte et une église limite côte à côte. Et il y avait dans cette rue, il y avait des magasins, Foot Locker, tous ces trucs-là. Et au-dessus de chaque magasin, tu avais un haut-parleur et c'était l'heure de la prière musulmane. Et il y avait l'appel. Et tout le monde était en tenue, colorisé, tout ça, et ça allait prier. Et je voyais qu'il y avait tout le monde était mélangé. Et ça me faisait penser, tu me diras ce que tu en penses, parce que je pense que comme tu as été à New York, tu as pu t'en apercevoir la différence qu'il peut y avoir entre la France et New York tout court, parce que New York, c'est les États-Unis, certes, mais c'est pas la. D'ailleurs, je vais te raconter. C'est pas la globalité. Ouais. Mais ce qui me fait penser qu'en fait, si tu mets pas un pied à terre, il ne faut pas écouter ce que les autres disent. On serait-ce que les médias qui vont te faire fabuler sur divers clichés, tu vois. C'est ça, en fait, pour moi, ce qu'elle a exprimé, cette photo. En fait, moi, j'ai vu. Si tu vois ce que je veux dire, le délire. Quoi. Mais un jour, j'ai vu plein Manhattan, hein, un mec en train de prier, faire sa prière à même le sol. Je me dis, mais putain, et quand tu vois ce genre tu retranscris ça en France, tu dis attends, tu te mets en plein milieu de Lyon, le mec faire sa prière en plein milieu de Lyon. Ils vont faire un scandale pas possible, les gens. Ça risque d'être chaud pour le gars. Ah ouais. Donc tu te dis, il y a plein de choses comme ça qui... je sais pas, il y a plein de choses qui... comment tu vois comment nous on vit, les rapports qu'on peut avoir entre nous, entre les gens qui se connaissent et les gens qui ne se connaissent pas. New York, c'est... c'est toute une énergie, c'est tout un mode de vie. Tu ressens aussi l'histoire de cette ville. T'as des inscriptions de partout. Toutes les langues différentes. Plein. Enfin, moi, quand j'étais à Bronxville, ça m'a marqué. Il y a des graffitis de partout. Et c'est tout le temps dans de la positivité. C'est tout. J'ai pas... Strong Together, ou pour l'image de la femme, ou pour ces machins, ils sont dans... Et tu ressens que c'est parce que derrière ça, il y a tellement d'histoires, ça a tellement de trucs, dans ces quartiers, il y a tellement eu... Moi, j'étais à New York plusieurs fois, j'ai jamais subi une action d'agression ou un semblant d'agression. Bien sûr. Ouais, c'est pareil, quand vous pouvez aller dans les quartiers les plus mal fréquentés, entre guillemets, et puis tu y allais, tout le monde t'accueillait, quoi, normal, quoi, comme partout. Mais en fait, moi je réalisais ce que les gens disaient, n'importe quoi, ouais. C'est ça en fait, c'est quand je suis revenu, parce qu'en fait, en France, tu as plein de potes, tu as plein de gens qui sont allés à New York, et en fait, tu as des gens, tu parles avec eux, et tu dis, ah non, moi je suis pas allé dans le Bronx, Brooklyn, je suis pas allé à Brooklyn. C'est ça, c'est ces endroits-là, les vrais noyaux de New York. Donc c'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'histoires. Moi, je suis beaucoup attaché à tout ce qui est historique. Et forcément, le hip-hop. Ton livre, les premières photos, c'est au Muséum d'Harlem. Ah oui, parce que c'est deux photos de mes enfants. Donc c'était. Elles ont un sens aussi pour commencer le. Il n'y a pas Harlem dans le livre, ouais. Parce que j'espère que ça sera dans un autre projet. Mais j'ai mis cette photo pour rendre hommage à mes enfants, tout simplement. Dans un lieu symbolique. Oui, lieu symbolique. On était au muséum Malik Shabazz, Malik Shabazz, oui, de Harlem. En plus, c'était une super expo. C'est pour rendre hommage à mes enfants. En tout cas, c'est un très bel ouvrage.
Je ne vais pas définir toutes les photos, j'invite les gens à se le procurer. Il est sorti depuis le 13 octobre. C'est ça. C'est là que je l'ai récupéré, où tu avais organisé un vernissage, spécialement aussi avec l'ambiance spécialement New York. Il y avait notre ami Jimmy Blunter et Fanf qui ont mixé, qui nous ont fait une pure sélection. Alors, ça c'est forcé hein, quand on s'organise. Et c'était pour inaugurer la sortie de ton livre. Oui. Donc j'avais fait venir, oui, donc j'ai fait le 13 octobre le vernissage du livre, donc grosse soirée. De bons retours. Très bon retour, très bon retour. Et bon, quand on travaille avec les bonnes personnes, ça le fait. Hein. Et puis, parce qu'aujourd'hui, les gens étaient chaleureux, réceptifs, donc au top. Moi, j'étais comblé. C'était très bien. Aujourd'hui, tu es au Mobotel parce que tu fais aussi une interview pour le gros Tadzik, Big Up à Alpha, pour parler de ton ouvrage. D'ailleurs aussi, tu étais avec, dans l'ordre de tes voyages, tu étais avec Philippe et Dwix, qui a sorti un super EP dernièrement, et tu as réalisé les clips. Oui, j'ai fait le visuel du clip promotionnel du EP. Donc Love Prospect. Donc on a tourné aux Deux Alpes, qui est en ligne sur la chaîne Dwix sur YouTube. Donc voilà. T'en as fait d'autres aussi? Ah bah oui, j'en ai fait d'autres. En fait, tu es une sorte de couteau suisse. Tu sors t'es auteur, photographe, tu fais des vidéos. Je travaille avec des Suisses, donc forcément, je m'adapte. Ouais, tu as réalisé pour qui? Je réalise pas mal de choses, mais là, si on parle purement musique, je suis vraiment axé là, sur les 2 dernières années avec les Bunkers 353, Greg Fanf et Jimmy Blunter. Donc ça c'est sûr, on est ensemble et on a des projets pour les quelques mois qui arrivent, donc ça c'est sûr, mais il y a aussi toute l'équipe de Boda, les Moussa, Kassamba, Sla Squad, BOP, Algo. Algo n'est pas de Boda. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais oui, c'est pour citer. Tu peux le nommer, oui. Ouais voilà. C'est un activiste sûr, donc tu peux le nommer. Mais toi aussi tu es un grand activiste du hip-hop. Parce que tu réalises des clips, la fois dernière qu'on discute, tu me disais que tu avais fait des interviews à l'époque. En fait, si tu veux, la vidéo, j'avais commencé dans les clips en 2002-2003. Je filmais, c'était l'époque où mes potes, ils venaient tout le temps chez moi. J'avais ma caméra, je filmais tout et n'importe quoi. Et en fait, ça a commencé, on va dire vraiment, grâce à mon ami Philou Félé. Parce que c'est vraiment lui qui m'a, comment dirais-je, on a fait un DVD, on a mis 4 ans à le faire parce que c'est un ancien breaker. Donc forcément, c'est lui qui m'a appris à, comment dire, à sentir le lieu, comment encadrer. Parce que forcément, quand tu filmes un danseur qui bouge dans tous les sens, debout, par terre, devant, donc tu es obligé, si tu dois le suivre. Et donc forcément, moi, j'ai pas de notion ou de formation vidéo ou photo. Donc je fais tout avec l'instinct. Et mon ami Philou Félé, c'est grâce à lui en fait. Parce que pendant 4 ans, je l'ai filmé partout, dehors, dans les gymnases. Et donc c'est là que j'ai appris vraiment à tenir une caméra et me dire tiens, quand tu filmes quelqu'un, il ne faut pas que tu coupes la moitié de sa tête ou le truc. Et donc voilà. Et puis après, je fais tout au feeling en fait. D'accord, ok. Voilà, j'ai pas de. Tout au feeling. Et peux-tu nous parler de ce joli t-shirt là, ce qu'il représente? Ah, celui-là? Ouais, ouais. Ah ben ça en fait c'est juste un prototype, c'est du fait maison. Ok. J'espère que ça sortira en série plus tard. En fait c'est juste un prototype maison, je me suis exercé à voir à peu près ce que ça donnait. Donc c'était pour une pub pour mon site, mais voilà quoi, ça reste dans la conception des t-shirts qui vont avec le livre, c'est des prototypes. Ok, et pour ceux qui veulent récupérer ton livre, comment ils peuvent faire? Pour récupérer mon livre, tu me contactes directement sur mes réseaux sociaux, A Nice Pointed on Your Mind. Ok. Donc sur Facebook, sur Instagram, tu me contactes et tout de suite je suis opérationnel. Et après tous ces voyages là que tu as fait à New York et maintenant qu'on est là sur place, comment vois-tu les choses au niveau du hip-hop? Du hip-hop? Ouais, parce que quand tu vas à New York, tu
t'aperçois de beaucoup de choses qu'on n'a pas pu, qui ne sont pas développées de la même manière ici, quoi. En quelque sorte. Bah, moi, le hip-hop, de toute façon, je vis avec. Hein. Après, c'est sûr que quand tu arrives à New York, curieusement, j'ai pas fait. Si j'ai fait des concerts, mais c'était pas du Peura. Mais j'aimerais justement y retourner parce qu'en plus, ils ont fait le muséum du hip-hop, je crois. Enfin, et là, y aller plus en profondeur. Rencontrer des gens, des activistes, des diverses disciplines. Enfin, tu vas là-bas, tu as des graphes de partout, c'est un truc de fou. Ouais, mais c'est Moi, ça. je suis devenu fou. Je fais, c'est quoi ces trucs? Plus tu arrives. Tu as du son partout, tu as du style de partout, ouais, ça rappe de partout. Non, mais ça, c'est. Et même si c'est pas du Peura, c'est une anecdote. Le dernier voyage que j'ai fait avec Duix et Phil Félé, un soir, on était dans Brooklyn, dans notre quartier, là, à Sapoissi. Et je crois on cherchait de quoi bouffer, manger. On rentre dans une épicerie de latinos et c'était des personnes d'un certain âge, genre 60, 70 ans. Ils étaient là, son à fond, ça dansait. Tu lis des trucs dans leurs yeux. La culture, ouais. Tu lis du truc, tu sens, tu sais qu'il y a des trucs, tu vois. Mais tu vois, moi ça j'aime bien. Et tu comptes préparer un nouvel ouvrage? Oui. Les autres quartiers ou un autre concept? Le prochain, ce sera sûrement pas New York. Ce sera pas New York, mais New York est là. Ça, c'est pour moi, c'est une introduction, ça, pour moi. On est averti alors. Bah oui, parce que quand tu vas à New York, il y a plein de choses que je voulais faire, que j'ai pas pu faire, tu vois. Et quand tu es sur le chemin du retour, dans l'avion, tu es là, tu fais, mais attends, comment je vais faire pour revenir l'année prochaine? Je vais dire à ma femme que je vais y retourner, machin, elle va me prendre pour un ouf. Donc voilà, il y a plein de choses à découvrir à New York. Au niveau de la culture, ce qu'on appelle la culture, moi c'est ça qui m'a saigné, c'est ça. Les mecs qui jouent dans le métro avec un seau, le mec il va te faire des trucs, tu le mets dans un studio, il défonce tout. Il est dans le métro en train de taper sur un seau. Incroyable. Là, ça m'a marqué ça aussi. Ah ouais, moi c'est ça qui me. Moi c'est vraiment ça qui m'intéresse. En tout cas, tout ce qu'on raconte est dans le livre. Et pour le mot de la fin, comme maintenant tu t'es lancé à sortir des livres régulièrement, comme on a pu l'entendre. C'est le premier, hein. On reste, ouais, mais on est ambitieux. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui se lancent? Comme ça, qu'ils ont par rapport à une passion, un kiff, qui voudraient sortir un livre. Mon discours va peut-être paraître banal, mais si tu as quelque chose qui te tient, qui est dans ton âme, qui est là, jamais lâcher. Je dirais que c'est l'angle, c'est jamais lâcher et croire en ce que tu fais malgré les défaites. Malgré les défaites. Jamais qu'à la faire. Ouais, jamais lâcher. En tout cas, merci. C'est moi qui te remercie. Pour cette interview. C'est moi qui te remercie, c'est moi qui vous remercie de me donner de la visibilité parce que… Normal, frérot. C'est un exercice, j'ai pas trop l'habitude. Merci à vous. Big up à tout le monde, à Impact, Jimmy Blunter, Racine Carré qui sont là. Pour sûr, pour tous les gens sûrs, tous les gens qui gravitent autour de Boda Vision, Quality Street, Impact, Carré, John, Bunker 353, Jimmy Blunter, Greg Fanf, Moussa Bonito, Kassamba, Big OP, Sun Cosmos, Manu Lecoq. Les frérots. Tous les frérots, Mamen, mon général sûr, Philou Félé, sans qui, franchement, on a besoin d'être humain entre nous et je pense que… Être unis, toujours être là, serrer les coudes. Je suis dans ça, Eh ben, en tout cas, merci frérot. Ok, c'est moi qui vous remercie. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux Instagram et Facebook. Prenez soin de vous, à la prochaine.